Ce billet de banque provient du Sénégal. En voici un autre du Congo. Ils ne se ressemblent pas du tout et pourtant, ils font partie du même système. Un système qui lie les deux monnaies à l'euro, avec un taux déterminé par le Trésor français. L'enjeu ici est au cœur de la politique française, le franc CFA. Grâce à lui, la France contrôle la souveraineté monétaire de 14 nations, regroupant près de 200 millions de personnes. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Bien que ces nations aient un siège aux Nations Unies et brandissent leur drapeau indépendant, seul le visage de l'impérialisme a changé. Les pratiques commerciales sont restées les mêmes. Autrefois imposées par les chars, l'impérialisme s'exerce aujourd'hui par les banques. N'importe qui peut créer de la monnaie, mais le plus difficile est de la faire accepter. À l'époque précoloniale, de nombreuses sociétés africaines utilisaient des coquillages coris comme moyen d'échange. Ces coquillages étaient si répandus qu'en 1800, ils avaient un taux de change officiel avec la monnaie française. Mais à mesure que l'Empire français colonisait plus profondément l'Afrique, Paris chercha à monopoliser ses circuits de production et de commerce. Les impôts étaient exigés en francs et des troupes armées forçaient les commerçants à accepter la monnaie française. À partir des années 1930, la France a dominé l'approvisionnement monétaire en Afrique francophone. Avec ce nouveau pouvoir, sont venus des privilèges extrajudiciaires. Paris avait accès à la main-d'œuvre et aux matières premières africaines à des prix inférieurs au marché, tandis que les produits finis étaient revendus à des prix plus élevés. Ce néocolonialisme français était si intrusif qu'il fut surnommé la France-Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a rejoint le système de Bretton Woods et a dévalué le franc français pour établir un taux de change fixe avec le dollar américain. Pour conserver son influence en Afrique, la France a créé en 1945 le franc CFA et a forcé ses colonies à l'adopter. Le franc CFA était initialement fixé à 1,7 pour 1 par rapport au franc français, mais en 1948, il fut surévalué à 2 pour 1, renforçant ainsi l'avantage économique de la France. En 1958, la France a détourné le processus de décolonisation authentique en installant des collaborateurs locaux et en leur accordant la souveraineté d'État. Ces collaborateurs sont devenus les gardiens de l'empire néocolonial français, en maintenant la zone franc et les bases militaires françaises. Seule la Guinée a rejeté cette offre. Son dirigeant, Sékou Touré, déclara que son peuple préférait être pauvre dans la liberté plutôt que riche dans l'esclavage. Ainsi, la Guinée a refusé le franc CFA et a cherché à développer sa propre monnaie. La France, souhaitant faire de la Guinée un exemple, a alors coupé les pensions des anciens combattants, démantelé le réseau électrique du pays et tenté de bloquer son adhésion à l'ONU. Elle est même allée jusqu'à provoquer une hyperinflation en inondant la Guinée de billets contrefaits, tout en finançant des groupes armés opposés au gouvernement. Oui, la situation est devenue assez chaotique. Ce plan a finalement échoué à renverser Sékou Touré. Mais l'économie guinéenne ne s'en est jamais totalement remise. De même, lorsque le Togo a voulu se détourner du franc CFA, la France a de nouveau frappé, cette fois sans laisser de traces. Le dirigeant togolais Sylvanus Olympio a été assassiné en janvier 1963. L'implication de la France est soupçonnée, mais les dossiers officiels restent commodément fermés. Par la suite, d'autres tentatives ont été faites pour dissimuler l'impérialisme français. Le franc CFA a été divisé en deux monnaies distinctes, couvrant les États d'Afrique centrale et de l'Ouest. Au milieu des années 1970, leurs banques centrales respectives ont été africanisées et transférées à Yaoundé et Dakar. Bien que ces institutions aient été gérées par des Africains locaux, aucun changement fondamental de politique n'a été opéré, et la France a conservé un droit de veto sur les statuts de gouvernance de ces banques. Cela incluait l'obligation pour les États membres de déposer la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor français, ainsi qu'un autre 20% pour couvrir les engagements financiers. Cela signifie que les États membres n'avaient accès qu'à 30% de leurs propres fonds. De plus, toutes les conversions de devises étrangères devaient passer par le Trésor français. Cette politique fiscale fonctionne via des comptes d'opération, qui sont des comptes spéciaux détenus au Trésor français. Bien que libellés en euros, lorsque ces comptes sont créditeurs,
les banques centrales africaines mettent effectivement leurs réserves de change à la disposition de la France. En revanche, lorsque les comptes sont débiteurs, elles sont obligées de payer des intérêts au Trésor français. En d'autres termes, les États membres du franc CFA paient la France pour qu'elle garde leur argent. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que personne ne sait réellement ce que la France fait de cet argent, car le Trésor français ne divulgue pas ces informations, même aux pays utilisant le franc CFA. Il ne serait donc pas surprenant que la France réinvestisse les fonds africains à son propre profit. Quoi qu'il en soit, le système du franc CFA est une source de revenus efficace pour la France, et les entreprises françaises en profitent autant que le Trésor français. Plus précisément, la France n'a pas besoin de puiser dans ses réserves de change pour financer ses importations en provenance d'Afrique. Des dizaines de multinationales françaises sont présentes sur le continent, notamment Total Energies, Areva et Vinci. L'Afrique offre également à la France un accès privilégié à des ressources stratégiques, comme l'uranium, indispensable au secteur de l'énergie nucléaire française, qui couvre les 3/4 des besoins énergétiques du pays. Par ailleurs, le Gabon fournit du pétrole brut, la Mauritanie livre du minerai de fer, tandis que le Togo et le Bénin approvisionnent la France en produits agricoles. De plus, la cerise sur le gâteau, le français Vince Boulevard possède la plupart des grands ports d'Afrique de l'Ouest. Il n'est donc pas surprenant que l'ancien président français, Jacques Chirac, ait un jour déclaré que l'argent dans les banques françaises provient précisément de l'exploitation de l'Afrique et que la France perdrait son statut mondial sans son empire africain. Pour préserver son hégémonie, la France est intervenue militairement sur le continent à 40 reprises depuis les années 1960, allant du soutien à des dictateurs corrompus à la conduite d'opérations militaires au Sahel. De plus, les configurations du franc CFA permettent de rapatrier les bénéfices et le capital en toute facilité. Entre 1970 et 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 40 milliards de dollars à cause de la fuite des capitaux, une somme qui aurait pu réduire la pauvreté de 10% par an si elle avait été réinvestie au niveau national. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale et le Congo, les principaux producteurs de pétrole, ont transféré l'équivalent de 43% et 30% de leur PIB respectifs entre 2000 et 2009. Des tendances similaires sont présentes au Gabon et au Cameroun. L'opulence au sommet génère la misère en bas. Cependant, les défenseurs du franc CFA soulignent sa stabilité, mais un manque de souveraineté monétaire limite les outils disponibles pour les États membres du CFA. Par exemple, le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire est inférieur à 6% contre 29% au Ghana voisin, mais le taux de pauvreté extrême de ce dernier n'est que de 13% contre 30% en Côte d'Ivoire. Les États membres du CFA sont également à la traîne par rapport à d'autres pays africains en termes de croissance, certains allant même à reculons. Le PIB réel par habitant de la Côte d'Ivoire est inférieur d'un tiers par rapport à 1978. En 2016, le Sénégal était au niveau de 1960, tandis que le Cameroun, le Congo et le Gabon n'ont pas dépassé leurs sommets respectifs de 1986, 1984 et 1787, 1976. Cela signifie que ces pays n'ont connu que peu ou pas de croissance économique réelle depuis des décennies. Mais le changement est la seule constante de la vie, et ces dernières années, les sociétés des États membres du CFA ont commencé à parler publiquement d'alternatives. C'est une tendance qui devient de plus en plus forte. La proposition la plus réalisable est de former un bloc monétaire régional, détaché du contrôle français. Certains partisans de ce plan utiliseraient l'Union économique ouest-africaine, ECOWAS, comme tremplin. Cela réorienterait les États membres du franc CFA autour du Nigeria, qui représente plus des 2/3 du PIB régional. De plus, le Nigeria est un exportateur net de pétrole. Alors que la plupart des États ouest-africains sont des importateurs, il existe une synergie naturelle dans la région de l'ECOWAS. Bien sûr, rien de précieux n'est facile à obtenir. Paris a cherché à contrecarrer ces tentatives, et beaucoup de mesures à cet effet ont été adoptées au Sénat français en janvier 2021. Il s'agit de transformer le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest en l'ECO, puis d'abolir les comptes d'opération et de retirer le personnel français des banques centrales. Tout cela devrait être achevé d'ici 2027, mais Paris conserverait toujours un contrôle effectif
sur l'endroit où seraient détenues les réserves monétaires africaines. Une question qui reste sans réponse. Il est donc raisonnable de dire que la réforme française n'est rien d'autre qu'une ruse. En fin de compte, la meilleure solution pourrait être que les États individuels aient leurs propres banques centrales et monnaies, fixées à une unité régionale commune à un taux ajustable. Cela donnerait la souveraineté monétaire à 14 nations, soit près de 200 millions de personnes, mais beaucoup craignent encore de s'opposer à la France, et ce, pour de bonnes raisons. Ainsi, toute tentative de rupture avec l'hégémonie française nécessiterait un effort conjoint à travers la zone franc CFA. Avant tout, les élites africaines collaborant avec le système qui en bénéficient devraient être mises à l'écart et remplacées par des législateurs prêts à s'engager sur la voie du développement autogéré. Cela pourrait s'avérer être le plus grand obstacle, et c'est quelque chose qui doit changer de l'intérieur, car il n'y a rien de plus agréable dans la vie que de se réconcilier avec le statu quo, mais rien de plus corrupteur.